Comme vous l'avez vu, dans cette vidéo, la poésie peut avoir plusieurs fonctions. Nous avons réfléchi à ces fonctions et nous avons donné des titres pour chacun de ces morceaux qui vous seront présentés correspondant à ces fonctions. Maintenant, toute la classe d'anglais va vous présenter un poème que nous avons constitué en cours en nous basant sur des tableaux de Whistler qui vont vous être projetés au fil du texte. As you've just seen in this movie, poetry can have several goals. We have thought about these different purposes and have given titles to the different parts of the show according to the purpose they serve. And now let us present to you the 8th grade English class has written with the help of Ms. Lucas after analyzing paintings by James McNeill Whistler. It is called At the Musée d'Orsay. Bonjour mesdames. Et bonjour messieurs. Bienvenue au musée d'Orsay. Voici Jane McNeill Whistler's arrangement in gray and black. The artist's mother. Portrait de la mère de l'artiste. Known to Americans as Whistler's mother. She sits alone with her thoughts. Posant pour son fils. But come along now, we will be closing soon. And we must hurry. Come. Venez, venez. The worry-worn tourist exchanged a few words. She looks so stern. Elle a l'air si sévère. Wouldn't want to have her for mother. J'aimerais pas l'avoir pour mère. Wonder what thoughts were on her mind. Je me demande à quoi elle pense, Imagine having sit so long. Imagine devoir rester assis si longtemps. Without a move. sans un geste. Nor even a sigh. Come Même pas along. respirer. Le musée d'Orsay ferme maintenant. Come. Dépêchez, dépêchez. Twilight. Silence descends on the busy lawn. Moonlight shows in the golden waters of Bethesda. A beam of light drifts down through the skylight to caress the face of Anna, la mère de l'artiste. A sigh escapes. A frail voice responds. Gone again. Yet I thought I heard someone ask. What thoughts were on her mind? What thoughts indeed. Maman, s'il te plaît, tiens-toi tranquille. James, mon fils, je forget. Quand j'étais une jeune fille, j'étudiais le français. I will never finish on time. This was a mistake, to ask you to pose, but what choice did I have for my arrangement of black and gray? Je suis désolée, mon cher. Continue. And so the two resume their roles. Of l'artiste le sujet. Alone within the world of thoughts. My son, l'artiste, how your temperament reminds me of my youthful self. How angry I became when my first love gave a fan to my Italian friend instead of me. Ah, Leticia, how time has passed. And now, so have you. Maman, stop fidgeting please, and lift up your chin, s'il te plaît. Anna accommodates her son's wishes by settling into the uncomfortable wooden chair. Yet, her mind races to answer a question. Pourquoi ai-je l'air si sévère? The post arrived early this morning, and among the bills was a carefully wrapped parcel. Curious, Anna stayed and unwrapped the package. Found inside an aged silk fan. It emerged from a void of sadness. She smiled as a tear escaped down her wrinkled cheek. It has been so long. Maman, s'il te plaît, a little longer, then you may take a short respite. James resets Anna's head and dabs the dampness from her face. Cherishing the gift, she overlooked the envelope. While I hastened to adjust my waistband, the empty box fell, as did a letter that explained Leticia's request. To deliver upon her death. Oh, my Leticia. For my 12th birthday, Maman promised me a dress of silk in shades of gray, fashioned after the Parisians and hand-sewed by Maman's Italian seamstress. Her daughter Leticia was wearing it on the morning of her birthday. There she stood, admiring her reflection in the gilded mirror, a great beauty. But in my silk dress. Excuse me, Signorina. Mama needed one fitting more. I take off now. Gracefully, she stepped out her feet and gently placed it across the settee. Che bella! You look like a principessa. So lovely, Signorina Anna. A twinge struck my fancy. She spoke not the truth. My dress looked far better on Leticia. I knew it. And as I quickly dressed, her watchful eyes knew it too. I turned to face her squarely. I insist you attend my party, and I hope we shall become friends. And so they did. But Anna's twinge returned again. Leticia entered the parlor late, in her worn red dress and her long raven hair. She was stunning, more so than Anna in her Parisian frock. Presents were open, quartets played on, And the guests all danced until an angelic voice swelled with power air, a gift of song from Leticia to a newly made friend. It was all that the poor immigrant had brought for Anna's special day. She's a goddess of song, Cried out one guest. with a sound both melodic and harmonious. A perfect voice for the opera.
And as the years passed by and their friendship grew, so too did Anna's twinge. For Leticia's voice attracted many, including Anna's intended beau. Mischievous eyes, warming smile, and a splash of sun-kissed freckles over the bridge of his classic nose. This could only be Jamie, Anna's beau, that last spring together before Civil War broke forth. My lukewarm feelings for Jamie had long since cooled to an icy chill. My weather-veined heart shifted towards a Uchiwa fan. A gift of friendship, good wishes, and more, so they say. I longed for this fan with golden handle and painted silk face, whose silken texture resembled gossamer wings. I longed for Jamie to give it to me, as his farewell token of love, but 'twas not meant to be for that Judas fan, for everything was bestowed upon the fair Leticia, as her beam of light and hope, a farewell gift for the three. Jamie to Manassas, the battles of Bull Run, and never to return. Leticia to Venice, studying opera, and traveling around the world. While I lingered in North Carolina, awaiting a destiny of my own, as wife, stepmother, and la mère de l'artiste, my own Jamie, at long last. C'est fini, maman. You may have your long-awaited rest. Come see. Yes, mon cher. I shall in time. Je suis fatiguée. It took longer than promised, but it shall be ready for my exhibition. And now it must be properly framed. Vas-y, go, and make the arrangements while I sit here and gather my thoughts. She sits alone with her thoughts. Awaiting the light of day and the sound of footsteps, treading les couloirs du musée d'Orsay. Forever listening to passing spectators exchange a few words. Wonder what thoughts were on her mind. Je me demande à quoi elle pense. Imagine having to sit so long. Imagine devoir rester assis si longtemps. Without a move. Sans un geste, or even a sigh. And pas un soupir. With just her memories of a faded silk fan that came calling, and a friendship that passed away. Avez-vous reconnu le vers dans la vidéo de Princesse Louis Mathilde? L'auteur de ce vers est Paul Éluard. Le poème La terre est bleue comme une orange vous sera récité par Guillaume, Clara et Clémence. Do you remember this verse in the video of Princess Lily Mathilde? The earth is blue like an orange. Do you recognize its author? Here's a poem in French. La terre est bleue comme une orange, by Paul Éluard, that is being recited by Claire, Clémence, and Guillaume. La terre est bleue comme une orange. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. Il ne vous donne plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre, les fous, Et les amours, Elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets. tous les sourires, Et quel vêtement d'urgence. à la croire toute nue. les guêpes fleurissent verts, L'aube se passe autour du cou. Un collet de fenêtres. des ailes couvrent les feuilles, Tu as toutes les joies solaires. Tout le soleil sur la terre. sur les chemins de ta beauté. Paul Éluard, 1929, L'amour et la poésie. Poursuivons avec un poème de Jacques Prévert intitulé Pour faire le portrait d'un oiseau et qui vous sera merveilleusement présenté par Paul, Irène, Elsa et Princesse. Here's now a poem in French, Pour faire le portrait d'un oiseau, by Jacques Prévert, that will be recited by Princess, Paul, Erin, and Elsa. Pour faire le portrait d'un oiseau.
Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli. Quelque chose de simple, quelque chose de beau. Quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre. Dans un jardin. Dans un bois. Ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre. Sans rien dire. Sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite. Mais il peut mettre longue année avant de décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand il arrive, si elle arrive, observer le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis effacer un à un tous les barreaux. En ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Puis faire le porte de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent. Peindre la poussière du soleil, le plus des belles de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement le petit oiseau. Et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Jacques Prévert. Voici un extrait de la pièce de théâtre La vida es sueño de la classe d'espagnol. Here's an excerpt of the play La vida es sueño by the Spanish class. La vida es sueño, life is a dream, by Pedro Calderón de la Barca, is the best playwright of Spain's golden age, a period between 1580 and 1680. As the title suggests, Calderón plays with the problem between distinguishing illusion and reality. Set in a mythical version of the Kingdom of Poland, Life is a Dream tells the story of a king, Basilio, who imprisons his son, Sigismundo, at birth because his astrological studies have given him the reason to fear the boy will grow up and tyrant against his authority. La vie est un songe est une pièce de théâtre baroque du XVIIe siècle, écrite par Pedro Calderón de la Barca, qui s'interroge sur la condition humaine. La pièce est divisée en 3 journées. Sigismundo est enfermé par son père, le roi Basilio, dans une tour qui lui tient lieu de prison. Suite à certaines prédictions, la mère de Sigismundo meurt en mettant son fils au monde. Le roi Basilio a peur qu'une fois sur le trône, son fils Sigismundo abuse de son pouvoir et le transforme en tyrannie. Notre représentation commence vers la fin de la 2e journée. Le premier acte se déroule sur la montagne d'une Pologne fictive et continue dans le palais royal. Le 2e acte se poursuit dans le palais royal lors du monologue de Sigismundo. Los personajes que hablan en La vida es sueño son Basilio, el rey de Polonia, Rosaura, la dama, Clarín, el gracioso, Eren, el narrador, Sigismundo, el o los príncipes, y Clotaldo, el viejo. Que disfruten mucho. Amusez-vous bien. Segundo jornada, escena primera, en el Palacio Real. 2e journée, scène 1, dans le Palais Royal. Temor y piedad en mí sus razones han causado. ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Es Clotaldo? Di que sí. No es sino un triste, ay de mí, que en estas bóvedas frías oyo tus melancolías. Pues la muerte te daré, porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías. Solo porque me has oído, entre mis membrudos brazos, te tengo de hacer pedazos. Yo soy sordo y no he podido escucharte. Sí, has nacido humano, va a ser postrarme a tus pies para librarme.
se queda efectuado. Cuenta, Clotaldo, ¿cómo pasó? Fue, señor, de esta manera. Con la apacible bebida que de confecciones llena a hacer mandaste, mezclando la virtud de algunas hierbas, cuyo tirano poder y cuya secreta fuerza. Así, el humano discurso priva, roba y enajena que deja vivo cadáver a un hombre, le quita los sentidos y los potencia. Segunda escena, scène 2. Es verdad, pues reprimamos esta tierra condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que al vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay que le intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estos prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Voici un poème en mandarin qui va être récité par Cantley, l'unique élève de mandarin en 4e. Here is a poem in Mandarin that is being recited by Grantley, the unique student of Mandarin in 8th grade. Levi lived in China from 701 to 762. He has been regarded as one of the greatest poets in China's Tang period, which is often called China's golden age of poetry. Levi's poetry has been much esteemed from his lifetime through the present day. His influence also extends to the West through many translations, adaptations, and much inspiration. Jing Ye Si, Thoughts on a Still Night. This is a rendition of his poem when he witnesses his soul. Jing Ye Si, Tang Levi. 窗前明月光，四顾地上霜。举头望明月，低头思故乡。Enchaînons avec un poème de Paul Verlaine, Chanson d'automne, qui vous sera récité par les deux Nicolins.
Here's a poem in French, Chanson d'automne, by Paul Verlaine, by the two Nicholases. Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne, Blesse mon cœur d'une langueur monotone. tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, Je me souviens des jours anciens et je pleure. et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De ça, de là, pareil à la feuille morte. Paul Verlaine. 1866, extrait des poèmes 701. Continuons avec un poème en latin qui vous sera présenté par les latinistes. Here's an excerpt of the poem L'Énéide by Virgile by the Latin class. Nous allons vous présenter un extrait du chant 4 de l'Énéide, écrit par Virgile à l'époque d'Octave. C'est l'histoire d'Énée, le dernier Troyen qui a survécu la guerre. Notre partie raconte la passion de la reine de Carthage, Didon et de Énée. Virgile a écrit l'Énéide en utilisant l'hexamètre dactylique, qui est un enchaînement de syllabes longues et courtes. Nous allons donc vous scander ce passage. We will present to you an excerpt from the fourth chant of the Aeneid, written by Virgil during the time period of Octave. It is a story of Aeneid, the last Trojan to survive the war. Our part speaks as the passion the queen of Carthage, Didon, has for Aeneid. Virgil wrote the Aeneid using a dialectic hexameter, a chain of long and short syllables. We will chant this passage for you. Ana soro koe mesus en sinsom lia teret. Quis nos nostris successit sedibus hospes. Quam sese ore ferens, quam forti pectorat armis. Credo equidem nequana fides genus esse deorum. De generes animus timor arguit et ucibusile. Iactatus fatis, quae bellexosta canebat. Si mihi non animo fixum imotum sederet. Ne qui me vim clovelem sociare iugali. Os quam primus amor deceptam morte feferi. Si non per tae sum tamitae dae fuiset. Cui cuni forsan potui succumbere culpae. A nafate borenim miseri post fata sicaie. Coniugis es fratros fraterna cae depenatis. Solus hic inflexit sensus animumque lavantem. Sed mihi vel Deus optem prius immate iscat. Ante pudor quam te violao tua, iora resolvo. Maintenant, Clarisse, Éléonore, Grandelet et Anna auront le plaisir de vous présenter Le Dormeur du Val qui a été écrit par Arthur Rimbaud. And now let us present to you The Dormeur du Val by Arthur Rimbaud, recited by Clarice, Eleanor, Granley, and Anna.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des aillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Changement de sujet, Valran, Clémence et Anna vont vous faire voyager grâce à une poésie qui se nomme Travel. Celle-ci fut écrite par Edna Sandville Vincent Millay. Des illustrations réalisées en classe d'art vous seront présentées au cours de ce poème. And now please welcome Waller and Clemence and Hannah, who will be reciting Edna St. Vincent Millay's poem, Travel. During the performance, some illustrations of this poem from the 8th grade art class will be shown on the screen. Travel. By Edna St. Vincent Millay. The railroad track is miles away. And the day is loud with voices speaking. Yet, there isn't a train goes by all day. But I hear its whistle shrieking. All night there isn't a train that goes by. Though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinders red on the sky. And hear its engine steaming. My heart is one with sand I make. And better friends I'll not be knowing. Yet there isn't a train I wouldn't take. No matter where it's going. Toujours en anglais, Clarisse, Olivia et Anna vont vous présenter leur propre poème composé en classe d'anglais. Nous pouvons d'ores et déjà remercier Madame Koukos qui leur a fourni une aide précieuse. Place au poète. Clarice, Anna, and Olivia will recite their own and original poems in English and French. We thank Ms. Kukis for her help in these projects. These are the final results. Hunting season, la saison de chasse. Huddled together against winter's bite, they seek refuge in maternal love, shivering in the frigid air, not only because they are cold. Kids await the father who hasn't returned. The end of the hunting season. Serrés ensemble contre la morsure de l'hiver, ils se réfugient dans l'amour maternel. Frissonnant dans l'air glacé, pas seulement parce qu'ils ont froid. La proie attend un père qui n'est pas revenu. La fin de la saison de chasse. Water lily. The sun shines upon the flowers. A pink cloud drifting upon a green sky. A sparkle. The inspiration of Monet's masterpiece floats away with the slow music of the little pond. Nénuphar. Le nénuphar règne sous le soleil. Un nuage rosé dans un ciel vert. Une paillette. L'inspiration du chef-d'œuvre de Monet nous quitte sur la douce musique de la petite mare. Par Clarisse Pinel. Donc, nous revenons au français avec Elliot, Mathilde et Loïc qui vont vous réciter Nuit rénale, un poème de Guillaume Apollinaire. And now may we present to you Nuit rénale by Guillaume Apollinaire, recited by Mathilde, Elliot, and Loïc. Nuit rénale. Guillaume Apollinaire. Alcool. 1913. Mon verre est plein d'un vin, trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson longue d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tant leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde. Que je n'entende plus le chant du batelier. Et mettez près de moi toutes les filles blondes. Au regard immobile, au nacre plié.
Laurent ivre, les vignes se mirent. Toute l'heure du nid tombe en tremblant si reflétée. La voix chante toujours, en ras de mourir. Ces filles aux cheveux verts qui rencontrent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Changeons de destination, tournons-nous vers les germanophones. Toute la classe d'allemand aura l'honneur de vous présenter une poésie nommée The Story of Fidgety Philip. And now please welcome all of the German students who will be presenting the story of Fidgety Philip. Dear public, Cher public, Frau Huckner's 8th grade class would like to present the story of Fidgety Philip by Dr. Heinrich Hoffmann. La classe de 4e de Frau Hockner vous présente le poème de l'enfant hyperactif de Dr. Heinrich Hoffmann. Die 8. Klasse von Frau Höckner präsentiert heute das Gedicht Die Gesichter von Zappelfield von Dr. Heinrich Hoffmann. It was written in 1845. Ce poème a été écrit en 1845. Es wurde im Jahre 1845 geschrieben. The author was a pediatrician who wanted to help parents with their problems at home. The stories were not only written for the kids, but also for their parents. L'auteur était un pédiatre qui voulait aider les parents avec leurs problèmes à la maison. Ces livres étaient aussi pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Der Autor war Kinderarzt und wollte helfen zu Hause können zu Hause. His stories are still well known in Germany even today. Ces livres sont très connus en Allemagne. Seine Bücher sind nur sehr bekannt in Deutschland. The poem speaks of how kids cannot often sit still. Ce poème parle du problème que les enfants ne peuvent pas rester tranquilles. Die Gedicht spricht über das Problem, dass Eltern nicht still sitzen können. With this poem, we would like to thank teachers for their patience. Avec ce poème, nous remercions nos enseignants pour leur patience. Mit diesem Geduld danken wir Lehrern für ihren Geduld. Ob der Philipp heute still wohl beim Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Dr. Philipp hatte nicht, was ihm der Vater spricht. Gaukelt und schaukelt, trappelt und sappelt auf der Stühle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, bis den Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht. Er schaukelt gar zu viel, bis der Schuh nach hinten fällt. Da ist nicht mehr, was ihn hält. Nach der Tüstu treibt er Doch was hieß, zur gleichen Zeit, fallen der Flaschen Brot, Vater isst die große Not. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt und die Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wird, unten auf der Erde rot. Suppe, Brot und alle Bissen, alle ist herabgerissen. Beide sind ganz solitär, haben nichts zu essen mehr. Olivia va vous réciter le poème Heureux qui comme Ulysse, écrit par Joachim du Bellay. Puis tous les élèves de musique, y compris les présentateurs, vont chanter la chanson de Ridan qui a été adaptée à partir de ce poème. Please welcome Olivia, who will recite Joachim du Bellay's poem Heureux qui comme Ulysse. And then all of the music students will be singing the song of Ridan, adapted from the poem you will hear. Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestuila qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée,
Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'arbre fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit lyrie que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angélique. Qui comme Ulysse a fait un bon voyage, ou comme ceci-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivant de ses parents le reste de son âge. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus mauvais de ces jours qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus le Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit lyrie que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand j'ai traversé la mer à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et les vieux tampons percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de tous ces eaux qui dort, qui polluent nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? 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 Donc, le spectacle touche à sa fin. Nous allons vous réciter un poème de Louis Aragon nommé « Il n'y a pas d'amour heureux ». Merci encore d'avoir participé à ce spectacle. Nous espérons que vous l'avez beaucoup apprécié et que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous les élèves de 4e ainsi qu'à leurs professeurs qui ont organisé ce superbe spectacle. And to conclude tonight's show, please welcome all of the 8th grade class with Louis Aragon's poem Il n'y a pas d'amour heureux. Before we start, we would like to thank you for coming. We hope you've enjoyed everything. Thank you also to the 8th graders, Madame Lenz, who has organized the whole show, and all of the other teachers who were involved. Madame Koukos, Madame Fan, Madame Okner, Madame Genapoulos, Madame Dong, Madame Sigenthaler, and Madame Henson. Thank you and enjoy. Il n'y a pas d'amour heureux, par Louis Aragon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
vie, elle ressemble à ces soldats sans armes, qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte en moi comme un oiseau blessé, et cela, sans savoir, me regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit fêtri. Et pas plus de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. Je suis venu te dire que je m'en vais. J'aimerais, et mes collègues aimeraient beaucoup remercier Claire pour le travail énorme. J'ai demandé à Marie, d'abord, si c'était bon que je dise quelque chose. Mais je tiens à vous remercier. D'abord, c'est extraordinaire de vous voir et de ne pas simplement parler en une langue, en deux langues, en trois, dans 4 ou 5 langues. C'est extraordinaire de vous voir dans vos poésies. Et vous savez que la poésie me tient énormément à cœur. Bravo. Et bien entendu, il est extrêmement important, même si j'avais moi demandé à éteindre le téléphone, et ça m'arrive de temps en temps,
c'est de remercier vraiment tous les enseignants. Claire, c'est extraordinaire. Mes félicitations à celles de M. Hubert et les remerciements au professeur et puis vous dire qu'on est fiers de vous. Bravo.